Hello, hello la communauté Existence en réserve. Désolée pour les 4 minutes de retard. Problème de connexion Facebook. Facebook voulait pas que je me connecte à mon compte. Donc voilà, c'est réglé. Mais du coup, j'ai un petit peu de retard. Donc je vais vous laisser vous connecter, hein. On est dans les lundis décalés. C'est à présent à 18h. Tant que je peux le faire à 18h, je le fais à 18h. C'est vrai que vous avez eu l'habitude de me voir à 19h. C'est plus pratique pour moi 18h. Je ne sais pas si vous préférez 18h ou 19h. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les horaires que vous préférez pour voir le lundi décalé. Si vous êtes en direct, je vous invite à écrire hashtag direct. Et si vous êtes en replay, je vous invite à écrire hashtag replay. Donc, on va parler du besoin d'amour. Le besoin d'amour, c'était le thème de cette semaine. Ça a fait beaucoup réagir les gens, hein, parce que c'est ce qui caractérise notamment pas mal de personnes dans ce groupe. Et puis, il y a beaucoup de coachés qui viennent me voir par rapport à ça. On ne parle pas d'amour forcément relation amoureuse, mais un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister à travers les yeux des autres. Donc ce fameux besoin d'amour qui peut nous pourrir la vie et nous pousser à accepter l'inacceptable. Bonjour la maman de Maxime, bonjour Patrick. Euh, Comment tu vas Patrick? Je vois que tu marques coucou Delphine. Donc déjà, ce qu'il faut savoir dans le besoin d'amour, c'est que chacun voit midi à sa porte et chacun a sa propre définition de l'amour. On pourrait prendre 10 personnes différentes, il y aurait 10 définitions de l'amour différentes, que ce soit même au niveau de votre âge respectif, etc. Donc déjà, j'aimerais bien que vous me marquiez, vous, en commentaire, quelle est votre définition à vous du besoin d'amour? Est-ce que pour vous, le besoin d'amour, c'est un besoin d'affection? Est-ce que c'est un besoin de présence? Est-ce que c'est un besoin de caresse, de côté tactile, là, vraiment d'être collé à quelqu'un? Est-ce que c'est un besoin d'attention? Est-ce que c'est un besoin de trouver sa valeur dans le regard des autres? Ou un autre besoin que je n'ai pas cité, hein, je ne peux pas non plus tout citer et penser à tout, mais voilà. Marquez-moi votre définition du besoin d'amour. À quoi cela correspond à vos yeux? Et, euh, et on va commencer à étayer la question du besoin d'amour. Alors, c'est très vaste, hein, comme question. Moi, je vais vraiment en parler par rapport aux besoins profonds qu'on cherche absolument à combler. Et le besoin d'amour, il a quelque part une part d'égoïsme. Alors, j'en parle par rapport à mon expérience et à certains de mes coachés. Mais en fait, c'est malgré nous. C'est-à-dire qu'on est tellement dans cette recherche d'attention, d'amour, qu'on en vient à oublier l'autre et ses besoins à lui. C'est-à-dire qu'on est tellement dans cette recherche d'amour qu'on en vient parfois à être étouffant, ou alors à être maladroit, ou à être inadapté par rapport à notre comportement. Patrick, tu dis besoin d'affection, tendresse charnelle. Katou, bonjour. Tu dis besoin de présence, d'attention et de reconnaissance. Tu vois déjà deux personnes différentes, deux définitions différentes. Pourquoi je parle parfois d'égoïsme? Eh bien, j'ai eu déjà des définitions de l'amour où on me disait, pour moi, le besoin d'amour, c'est que la personne soit dans mes bras et qu'elle se blottisse et qu'elle reconnaisse sa valeur dans mes yeux, etc. Donc, ok, c'est bienveillant de dire ça, mais d'un autre côté, c'est très égoïste aussi. C'est-à-dire que la personne est dans mes bras, elle reconnaît sa valeur dans mes yeux, moi, moi, moi. C'est-à-dire que j'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement, moi, besoin d'exister par rapport aux autres parce que je ne vois mon existence qu'à travers le regard des autres que j'en oublie justement le regard de l'autre. Et du coup, ça vient à faire des quiproquos monumentaux et ça vient également à faire fuir les gens. Et ce besoin d'amour est tellement intense pour certaines personnes qu'on se retrouve tout seul. Pourquoi on se retrouve tout seul? Parce que ce besoin d'amour est tellement intense que cette pression qu'on met sur les épaules de l'autre est ressentie, non pas parce qu'on lui dit, mais parce que ça se ressent de par notre comportement verbal et non verbal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la pression sur les épaules? C'est quoi la première réaction d'une personne si on lui met trop de pression sur les épaules, selon vous? Je vous laisse répondre à ça. Qu'est-ce qu'une personne fait si je vais lui mettre trop de pression sur les épaules? La première réaction, la plus logique qui soit. Katou, est-ce que tu as une idée? Patrick, Marie-Claude, Jean-Paul, des gens qui regardent. Quelle est la première réaction d'une personne si on lui met trop de pression sur les épaules? J'ai tellement besoin d'amour que je lui mets... Exactement, Katou, elle fuit. Merci, exactement, elle fuit. Et est-ce que ça vous parle? De pas comprendre pourquoi votre positionnement fait fuir les gens alors que vous êtes à la recherche d'amour. Mais c'est le trop, en fait, derrière. Si ça vous parle, là, cette incompréhension, marquez-le incompréhension. Hashtag incompréhension. C'est peut-être long. Hashtag pas compris. Marquez-le, hashtag pas compris.
Pas de souci, Patrick, tu regarderas le replay. Voilà, marquez-le, hashtag pas compris, vous verrez pourquoi. En fait, plus on a besoin d'amour, plus on va faire fuir l'autre. Pourquoi on va faire fuir l'autre? Parce que on a tellement besoin d'amour et d'exister aux yeux des autres, parce qu'on n'arrive pas à combler ce manque. On est d'accord qu'un besoin, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à combler. Et maladroitement, on essaie de le combler en utilisant l'autre, donc en lui mettant une pression monstrueuse sur les épaules, et on lui demande de faire un truc pour nous que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire pour nous. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il se casse en courant l'autre. Et du coup, on est bien malheureux parce que ce besoin est encore moins comblé parce qu'on est tout seul. Et du coup, on met encore plus de pression sur le suivant qu'on va avoir en face de nous. Et ainsi de suite. Et on rentre dans un cercle vicieux, un disque rayé qui nous fait nous sentir de plus en plus mal, nous faire baisser en estime de soi. Plus on baisse en estime de soi, plus on a besoin de reconnaître notre valeur dans les yeux des autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des gens qui en arrivent à ce point-là, à se mettre dans des relations pour ne pas rester seul avec eux-mêmes. C'est-à-dire que parfois, on reste pour rester, car on n'aime juste pas être seul avec soi-même. Donc déjà, le besoin d'amour, il vient par s'aimer soi-même. Je sais que ça peut être bateau, mais en fait, c'est la base. Si on n'arrive pas à rester seul avec soi-même, on n'arrivera pas à rester avec les personnes qu'on mérite et qui nous méritent. On va trouver tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'avais une de mes coachées. Elle a réussi là, en faisant le travail sur elle, à se débarrasser de cette relation néfaste et toxique où elle était depuis plusieurs mois, 8 mois je crois, avec un mec qui l'appelait jamais, qui partait en vacances plusieurs semaines, qui ne la contactait pas. Et donc elle est restée pendue à son téléphone pour essayer d'avoir un contact. Et jusqu'au moment où, en fait, on a recadré les choses, c'est qu'est-ce que tu attends de cette relation et qu'est-ce que tu penses que cette relation va t'apporter. Et en fait, elle attendait énormément de choses, mais la relation ne lui apportait rien en retour. Et quand elle s'en est rendue compte, elle a mis les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Et la réponse du mec a été vraiment pas surprenante, vu la relation. Oh on peut continuer à se voir si tu veux, même si on n'est plus ensemble. Donc on sait très bien ce que le mec voulait. Donc voilà, le besoin d'amour est tellement tel des fois et on se mésestime tellement qu'on en arrive à accepter l'inacceptable au point de ne pas s'honorer avec des gens qui font peu de cas de notre personne. Et ça, c'est très dommage. Donc ça, c'est la première façon de fonctionner. La deuxième façon de fonctionner, c'est on pense qu'à soi au détriment des autres. Bonjour Ludivine, Delphine, Sandra. On pense qu'à soi au détriment des autres, c'est-à-dire qu'on a tellement besoin d'amour, nous, parce qu'on en a manqué. Alors après, ça remet pas en question les blessures, etc. Mais on est tellement aveuglé par ce besoin d'amour qu'on en arrive à étouffer la personne, à lui faire pique-pendre dans la relation. Là, je parle de relation de couple. Et du coup, ça finit en cacahuète d'ailleurs. Parce qu'on a tellement ce besoin d'amour qu'on ne sait pas comment se positionner, on est super maladroit. C'est à l'origine de quiproquos, de conflits et de surréactions qui sont totalement inadaptées à une relation de couple optimale. Donc le risque dans les deux cas, et Katou l'a bien souligné tout à l'heure, c'est la fuite de la personne par rapport au poids qu'on met sur les épaules, parce qu'on en arrive à être dans une bienveillance malsaine avec ce besoin d'amour. C'est-à-dire que soit on n'est pas encore dans la relation et on va se positionner en pensant qu'à l'après. C'est-à-dire j'ai tellement besoin d'amour que c'est peut-être la bonne personne avec qui je suis en train de parler, donc je vais me réagir comme ça, je vais mettre énormément de poids sur la vidéo, n'importe quoi, je vais mettre énormément de poids sur la personne. J'ai dit vidéo parce qu'il y a marqué que Katou veut participer à la vidéo. Je pense que t'as fait une fausse manip, Katou. Dans une relation émergente, je vais mettre tellement de poids sur la personne, présumée de ce qui pourrait se passer, qu'en fait, c'est une bienveillance malsaine, c'est-à-dire je vais être trop. À qui on a déjà dit tu es trop? À qui ça fait penser ça? Alors là, vous pouvez également commenter hashtag trop. À qui on a dit tu es trop intense, tu es trop. Mais le trop est l'ennemi du bien. Et du coup, on est tellement trop par peur de manquer qu'on fait fuir la personne en face et c'est l'effet tout inverse qui arrive. Et c'est marrant parce que c'est un positionnement du cerveau aussi, c'est un schéma, je sais pas si vous l'avez déjà vu la vidéo où je disais le cerveau ne comprend pas le négatif. C'est-à-dire que vous allez vous dire dans votre tête j'ai pas envie d'être seul, j'ai pas envie d'être seul, j'ai pas envie d'être seul, j'ai pas envie d'être seul. Et le cerveau il comprend quoi? Sois seul. Le cerveau il comprend pas le négatif. Par contre, si vous dites dans votre tête j'ai envie d'être avec des gens pour faire, je sais pas moi, une sortie, pour aller faire ci, pour aller faire là, là le cerveau va devenir proactif et va chercher à combler ce besoin-là. Mais par contre, plus vous allez faire du négatif dans votre tête, plus le cerveau va comprendre l'inverse. Et c'est pour ça que vous comprenez pas vos réactions des fois. C'est pour ça que vous dites mais je comprends pas, j'ai pas envie d'être seul, je fais tout pour être contre la solitude et pourtant je suis dans la solitude. Bah oui, c'est parce que ton cerveau il comprend pas le négatif. Donc c'est juste à revoir le conditionnement que vous êtes en train de faire. Et ça, comment on fait? Comment on fait pour combler ce besoin d'amour? Eh bien déjà on fait une pause.
On fait une pause parce que cette fuite en avant d'être toujours sur l'autre en s'oubliant soi-même et en acceptant parfois l'inacceptable, hein, parfois j'entends des histoires sordides où il y a vraiment de l'inacceptable et les gens ne s'honorent pas en fait et s'oublient totalement pour exister qu'à travers le regard des autres. Et là j'ai envie de vous dire cette phrase très vraie qu'on m'a dit parce que je l'ai vécu ça aussi à une époque, je savais pas être seule. J'avais jamais été célibataire pendant longtemps, donc je ne savais pas être seule. Maintenant, pas de problème. Maintenant, je sais que je suis un gâteau à part entière et que les gens autour de moi sont des cerises sur mon gâteau, mais que le gâteau, même sans cerise, il est très bon. Et le fait de pas savoir être seul, c'est ça qui pousse à accepter l'inacceptable. Et donc, on en arrive à être en couple dans des situations malsaines, toxiques, ou alors à être seul mais à chercher tout et n'importe quoi. Et un jour, on m'a dit cette phrase très vraie et je vous la livre parce que moi, elle m'a vraiment aidé à avancer. Vaut mieux être seul que seul à deux. C'est pas cette phrase bateau, vaut mieux être seul que mal accompagné, qui est très vrai aussi. C'est vraiment, vaut mieux être seul que seul à deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je recherche dans un couple? Et ça retrace vraiment ce que me racontait ma coachée la dernière fois. Ce mec-là, où elle donnait tout dans la relation. Le mec, il n'avait même pas de cas de l'appeler ou de lui dire je suis bien en vacances. Il est resté 2 semaines sans lui écrire. Donc voilà, là, dans ces cas-là, elle était seule à deux. Donc vaut mieux être seul, parce qu'au moins tu n'attends rien de personne et tu te conviens à toi-même. Et c'est là où il faut faire une pause. C'est-à-dire, ok, au lieu d'être dans cette fuite à l'avant, de recherche, de besoin d'amour, etc., je vais faire une pause. Je vais faire une retraite de moi avec moi-même et je vais apprendre à m'ennuyer avec moi-même. Parce que la plupart de mes coachés, c'est ça qu'ils relatent, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'ennuyer avec eux-mêmes. Et il n'y a rien de pire que de pas aimer être seul avec soi-même, parce que c'est ça qui pousse à des comportements qui sont néfastes pour nous. Donc il faut réapprendre à être seul avec soi-même, réapprendre à faire des choses seul, réapprendre à aimer s'ennuyer, qui au final n'est pas de l'ennui, mais à avoir ces petits moments de solitude qu'on aime et qu'on sait que si on est seul tout seul, avec soi-même, eh bien on continuera de vivre de manière heureuse et on n'a pas forcément besoin de l'autre pour être heureux. L'autre, encore une fois, c'est la cerise sur votre gâteau. Donc il faut apprendre à vivre seul, à s'aimer et à échanger dans le moment présent. Souvent le besoin d'amour, il nous fait oublier le moment présent parce qu'on commence déjà d'emblée à faire des plans sur la comète. On est en face de la personne, on se dit est-ce que c'est la bonne? Hop, on a un début de relation, oh là là, il faut qu'il m'appelle, s'il m'appelle pas, ça veut dire qu'il me laisse déjà tomber ou qu'il est déjà allé voir ailleurs et si il a le mois prochain, on va emménager ensemble et ouf, vis dans le moment présent. Pose-toi les questions à l'instant présent. Qu'est-ce que j'attends de la relation qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que j'attends de cet échange? Qu'est-ce que j'attends de cette relation émergente? Et surtout, qu'est-ce que l'autre attend? Parce que c'est bien beau de se prendre en considération, mais il faut connaître aussi les besoins des autres. Une relation, le besoin d'amour, c'est à deux, c'est pas tout seul. Et souvent, ça, on l'oublie aussi par rapport à nos blessures, par rapport à notre passif, par rapport à nos traumatismes des relations passées. Mais c'est très important de repérer le besoin de l'autre, parce que si vous arrivez à repérer le besoin de l'autre, vous savez tout de suite à quoi vous en tenir et comment agir en fonction des besoins des autres et de votre besoin. Qu'est-ce que j'attends de cette relation à l'instant T? Qu'est-ce que j'attends de tout ça? Samuel, c'est bien vrai, j'ai été en couple mais je me sentais seule dans cette relation. Comme je te dis, vaut mieux être seul que seul à deux. Exactement. On fait une pause et on téléphone à Delphine, lui dit Vin. Eh ben, effectivement, il y a pas mal de problèmes que je peux régler via la méthode décor et que j'ai réussi à régler par rapport à ces problématiques-là. Et d'ailleurs, ce qui a été marrant, c'est qu'à l'issue de cette méthode, les gens étaient restés seuls à un certain moment et ils ont trouvé enfin la personne qui leur correspondait, comme par hasard, et sans la chercher, parce que ça vient tout seul. C'est-à-dire qu'on va arrêter de chercher des trucs néfastes et on va trouver des gens qu'on n'aurait même pas regardés à l'origine, mais qui sont ceux qui nous correspondent parce que on sait ce qu'on mérite et donc on attire les gens qu'on mérite. Donc faire la pause, apprendre à vivre seul et à s'aimer, et échanger dans le moment présent, connaître les différents besoins et pas que les vôtres, pas que les nôtres, mais ceux de la personne aussi. Et c'est là où on sera dans déjà une relation saine sur des bases saines et non dans une relation toxique avec une bienveillance malsaine où on pense qu'à soi et à ce que la relation va nous apporter comme besoin d'amour, comme comment trouver la valeur dans le regard de l'autre, etc. Comment on fait? On passe par du travail sur soi et l'acceptation de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire il va falloir que je sois seule avec moi-même. Oh, il va falloir que je fasse des trucs tout seul. Ça va être difficile. C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est réapprécier à se découvrir soi-même sans partager les choses avec quelqu'un d'autre, mais juste en souriant à soi-même ce qui est en train d'arriver. Savoir voir les failles qu'on a nous-mêmes et non les mettre sur les épaules des autres. Ça aussi, c'est un autre travail à faire sur soi. C'est-à-dire savoir les failles qui sont les nôtres
et qui nous forcent à agir de manière inadaptée, et donc arrêter de les mettre sur les épaules des autres en ayant cette fuite en avant de besoin d'amour et de pression qui fait fuir les gens qu'on mérite. Christophe, plus de chances de choper le Covid que de tomber sur la personne qui conviendrait. C'est parce que t'as pas encore fait le travail sur toi. Je t'invite à me contacter et on pourrait en parler franchement. Non, alors là, je vois totalement ton point de vue. C'est encore une fois, tant qu'on pense comme ça arrive pas. Écoute, je l'ai vécu ça. Tu sais, je me disais à chaque fois, je tombe toujours sur le même profil. Et c'est marrant parce que je refaisais toujours les mêmes schémas. Et je sais pas si certains d'entre vous enchaînent les relations. J'en ai eu pas mal dans mes coachés. C'est toujours le même schéma. Alors soit on récupère des gens qu'on veut sauver et on se place en sauveur. Parce que comme on se place en sauveur, on récupère ce qu'on appelle les gueules cassées ou les gens très abîmés. Moi, c'est ce que je faisais. Je récupérais toujours les mecs super abîmés. Et mais malgré moi, hein, c'était pas je vais sauver le monde. C'était je me plaçais en sauveur parce que du coup, je trouvais une certaine valeur, tu vois. Mais on attire souvent les mêmes personnes, totalement, Christophe. Donc c'est là, en fait, pourquoi j'attirais ces genres de personnes? Parce que je trouvais ma valeur en me plaçant en sauveur. Et donc, en faisant un travail sur moi, où j'ai retrouvé ma propre valeur à mes propres yeux, au final, et c'est là où j'ai renoué des liens, en fait, en retrouvant ma valeur dans mes yeux, j'ai renoué des liens avec des gens avec qui je ne parlais plus par le passé, ou des gens de ma famille. C'est là où j'ai attiré, en fait, des gens que j'aurais pas côtoyés avant, et mon homme, d'ailleurs, actuel. Ça aurait pas forcément été les personnes avec qui je serais sortie par le passé, tu vois. Donc c'est vraiment, d'abord tu fais un travail sur toi. Je t'invite à regarder exactement, tu sers de pansement. Je t'invite à regarder une vidéo, Christophe, puis les autres qui regardent, que j'ai mis sur YouTube, qui s'appelle Les cycles selon le modèle de Hudson. Ça t'explique les différentes phases par lesquelles on peut passer. Et souvent, dans les relations de couple, on passe pas par la phase de marasme, on passe par la mini-transition. Ça, je le décris dans les cycles de Hudson. Christophe, si tu veux regarder, je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Je souligne ce que tu viens de dire également. Dans la relation et dans le besoin d'amour, on sert de pansement. J'en reviens aux relations toxiques. C'est-à-dire qu'on arrive à accepter l'inacceptable. Les fameuses relations pansement où on est seul à deux, où parfois on rentre dans une relation parce que le mec, je sais pas, le mec qui vient de se faire larguer par sa meuf, donc il a tellement besoin de nous qu'en fait on va rentrer dans cette relation qui est fusionnelle mais que d'un côté. Où lui, il redécouvre l'amour parce que ça faisait 10 ans qu'il était avec sa femme, mais qu'il en veut pas plus. Et nous, on sert de relation tampon, et ça, il y a rien de pire pour souffrir que ça. Et qu'est-ce qui était à l'origine de cette relation tampon derrière? C'est le besoin d'amour, encore une fois, le besoin de valeur, le besoin de reconnaissance. Donc ces besoins-là, selon vous, qui peut les combler? C'est certainement pas l'autre. Parce que si vous attendez après l'autre pour combler ces besoins-là, vous serez forcément malheureux parce qu'il n'y aura jamais le résultat escompté à 100%. Et la pression que vous lui mettez sur les épaules ne sera jamais, comment dire, saine en fait. Tu l'as vécu, Katou? Et ouais, on l'a un peu tous vécu maintenant à notre âge, hein, je pense, quoi. Samuel, savoir vivre seul pour savoir vivre en couple, pour que l'autre soit une envie et non un besoin. Exactement. Putain, Samuel, mais parfait, je vais t'engager. Exactement. C'est-à-dire que savoir vivre seul, ça te permet en fait de vivre en couple avec la personne qui te convient, Christophe. Tu vois, et si on n'arrive pas à vivre seul, et c'est le défaut que j'avais aussi, hein, tout le temps, jamais seul, tout le temps avec quelqu'un, en fait tu prends tout et n'importe quoi, alors notamment les mêmes profils, et parce que tu t'y reconnais, c'est ta zone de confort, et parce que tu sais comment appréhender ce genre de profil et de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui me contactent en disant ouais, j'ai que des gonzesses néfastes, ou des gens bizarres, ou des ci, ou des mi. Et une fois qu'on a fait l'accompagnement, il y a certaines personnes qui m'ont dit putain, j'attire des gens totalement différents d'avant, j'attire des gens que j'ai l'impression de mériter. Ouais, des gens qui ne sont pas dans le besoin eux non plus, qui ne rentrent pas dans ce triangle de Cartman, dans cette relation toxique de sauveur-sauvé, victime, ayant besoin, de pression, de relation en fait de relation à, comment on peut dire ça, de relation à pression en fait. C'est-à-dire que d'emblée, les dés sont jetés, c'est pas fluide. Christophe, le problème est que quand on s'occupe des gens qui ont des soucis, on discute beaucoup, on apprend à les connaître, leurs défauts, on détecte les qualités, on essaie de les faire briller. C'est le syndrome du sauveur. Christophe, c'est le syndrome du sauveur. Si tu essayes de faire briller les autres, c'est que quelque part tu trouves ta valeur en faisant briller les autres parce que grâce à toi tu les élèves. Grâce à toi, c'est totalement inconscient. C'est pas toi, tu le fais pas de manière malveillante, mais c'est que grâce à toi tu les élèves. Et faire briller les autres, souvent on essaye de les faire briller alors qu'ils nous ont rien demandé. Et inversement. On peut se retrouver nous-mêmes en personne basse où on va trouver quelqu'un qui va nous faire briller, mais on brille grâce à lui, alors que le but c'est de briller tout seul. Et tant qu'on est dans ce cercle néfaste, on n'arrive pas à avoir des relations saines.
On n'arrive pas à avoir des relations saines. Donc il faut arriver à briller par soi-même. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça commence par le travail sur soi. Déjà, vous avez déjà entamé le travail sur vous parce que vous êtes sur un groupe où on essaye de comprendre les choses. Donc déjà, bravo à vous. Et après, à sortir de sa zone de confort. Donc c'est difficile d'y sortir seul, mais ça, on peut en discuter en privé. C'est vrai que la méthode décor, elle aime... elle aide à avancer en ce sens. Tu aimes les voir les gens briller, moi aussi j'aime voir les gens briller. Mais je brille aussi par moi-même. Tu vois, c'est ça là. Est-ce que tu brilles, Christophe, tout seul? Je te laisse répondre. Est-ce que tu brilles, Christophe, tout seul? Ou est-ce que tu aides que les gens à briller? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'après, tu peux aider les gens à briller en étant OK avec toi et même en faisant ton métier, tu vois. Mais sans récolter plus de lauriers que ça. C'est juste, voilà. Tu brilles tout seul, alors c'est parfait, Christophe. Donc tu devrais attirer les gens qui te correspondent normalement. Ou sinon, c'est qu'il y a encore un petit truc à résoudre. Donc voilà, le besoin d'amour, c'est clairement un besoin de combler quelque chose. Et ce besoin d'amour, on le comble avec des relations qui sont souvent toxiques. Donc d'ailleurs, si vous êtes en ce moment dans des relations toxiques, marquez #toxique. Ça veut pas dire qu'on va remettre en question votre relation d'une vie, mais ça veut dire qu'on peut remettre en question des positionnements que vous avez par rapport à cette relation. Pareil, là, j'ai une de mes clientes qui m'avait dit qu'en fait, que son mec soit là ou pas, ça changeait pas la donne. Bon, ça fait 6 ans, 7 ans qu'elle est avec. Mais bon, voilà, elle vit avec, ça la dérange pas plus que ça, mais bon, elle préfère prendre ses décisions seule. Pour moi, ça s'appelle une relation toxique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es plus du tout dans la communication, qu'en fait, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme on dit dans le sud, c'est que c'est toxique quelque part et qu'en fait, tu restes en colocation avec une présence, mais tu serais aussi bien seul, voire mieux, parce que peut-être tu pourrais avancer dans la vie. Parce que cette colocation, c'est un boulet que tu te mets au pied, vu que tu ne crées plus rien, tu ne construis plus rien. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je construis plus rien parce que je n'ai plus envie de construire avec cette personne, ou est-ce que je construis plus rien parce qu'il y a une rupture totale de communication, mais que je sais que si je recommence à communiquer avec cette personne, il va y avoir une construction. Et là, c'est là que se pose la question du besoin d'amour. Est-ce que je suis encore avec cette personne dans la même maison parce que ça me fait une présence? Ou est-ce que je suis avec cette personne dans la même maison parce que je sais que quelque chose se cache, encore quelque chose de beau? Et là, voilà. C'est là qu'on en vient à remettre le couple en question. Beaucoup de gens ont du mal à faire ça. Énormément de gens ont du mal à faire ça. Parce que c'est difficile de se retrouver seul, c'est difficile de refaire et de reconstruire quelque chose. On a la flemme de refaire sa vie, on a la flemme de déménager, on a la flemme de regagner sa vie tout seul aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont prises en compte et c'est là où le terme d'indépendance prend toute son ampleur. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes quelqu'un d'indépendant au final ou est-ce que je suis dépendant de la personne avec qui je vis? Et là, pareil, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et à marquer des hashtags par rapport à tout ce qui s'est dit. Hashtag dépendance, hashtag indépendant, hashtag pansement si vous êtes dans une relation pansement, hashtag toxique si vous êtes en ce moment dans une relation toxique mais vous savez pas comment trop vous en sortir, ou vous êtes en train de vous en sortir mais vous savez pas comment vous en relever. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on pourrait rebondir, surtout sur le relationnel, hein, ça peut prendre un temps monstrueux, mais j'espère déjà que je vous ai allumé des petites alarmes en ce qui concerne le besoin d'amour. Qu'à tout, avant de prendre soin de l'autre, il faut apprendre à prendre soin de soi, c'est la base. C'est la base pour construire des relations saines. On peut prendre soin de l'autre, mais c'est vrai que d'expérience, la relation elle finit souvent en cacahuète parce que d'un coup, si un truc s'écroule, on est perdu. Alors que si on sait prendre soin de soi, même si ça s'écroule, ça veut pas dire que vous êtes des robots, que vous n'allez pas pleurer, hein, vous allez en chier comme toute rupture, mais on arrive à s'en remettre. C'est-à-dire que, ok, bon, j'en chie, je suis triste, m'a largué, ou je l'ai largué, ça me manque, cette relation avec lui, la complicité, mais je m'en remets parce que je sais que c'était la meilleure chose à faire et je suis bien seule. C'est là la différence entre le besoin d'amour pathologique, hein, on va dire, où on accepte l'inacceptable, et le fait de se remettre en question et de se dire, ok, il y a un cycle qui vient de finir, mais je vais commencer un nouveau cycle. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur le modèle de Hudson, Hudson, qui est sur ma chaîne YouTube. Émilie a hashtag dépendance affective, je sais, hein, tu sais qu'on est en train de la travailler ensemble. Florian, je suis sortie d'une relation toxique, heureusement indépendant, courageux aux personnes dans ce cas. Et oui, Florian, d'ailleurs, on a discuté ensemble et je trouve que tu t'en sors pas mal pour le moment. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais reporté une éventuelle méthode parce que pour le moment, je trouve que tu n'en as pas besoin. Jonathan, merci pour ton live, avec grand plaisir. Et puis, si vous n'avez pas de questions, eh bien, on va se laisser pour l'heure de l'apéro, hein, 18h30.
Si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Vous savez que je suis réactive et que je reviendrai vers vous, ou à me voir en privé si ça tient vraiment de l'ordre de l'intime, pour qu'on remette les pendules à l'heure. On peut même discuter, comme je vous dis souvent, je vous propose un appel découverte, c'est un appel qui engage à rien, hein, pas besoin du portefeuille pour un appel découverte, c'est un appel, c'est allô, salut, et on discute pendant 15 minutes comme vous discuterez avec n'importe qui d'autre en fait. Donc n'ayez pas peur de l'appel découverte. L'appel découverte, il sert vraiment aussi à se découvrir et à sortir de certains schémas néfastes, toxiques, dans lesquels on est embourbé depuis des mois, des années, et on s'en rend compte, mais on ne sait pas comment en sortir, parce que fatalement, ce fameux naturel revient au galop, et on est toujours embourbé avec nos œillères dans notre réalité. Donc voilà, les lives, ils servent déjà à faire un éveil de conscience. Après, c'est à vous de prendre les décisions, et de partir sur un autre truc que ce que vous faites d'habitude. Et le besoin d'amour, il est vraiment néfaste, parce que c'est en ce moment ce qui ressort le plus, et vous allez voir que c'est un thème qui est vraiment beaucoup abordé en période de fête et en fin d'année, parce que la fin d'année c'est la période famille, couple, etc. Et effectivement, c'est là où ça ressort ce besoin d'amour, ça ressort souvent aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, pendant des périodes de la journée. Le matin, ça va. La journée, ça va. Le soir, quand vient la nuit, hop, ça ressort. Le vendredi soir, ça ressort. Quand il y a les fêtes familiales, ça ressort. La Saint-Valentin, bouf, n'en parlons pas, ça ressort. Quand il y a ta copine qui vient de t'annoncer qu'elle est enceinte, ça ressort. Vous voyez, il y a toujours des petits trucs avec cette petite nostalgie. Donc, au lieu de vivre dans la nostalgie du je pourrais avoir, il faut vivre dans le bonheur de ce que j'ai, en fait. Ce que j'ai maintenant, ben en fait, faut arriver pas s'en contenter, j'aime pas ce terme, parce que s'en contenter, ça veut dire que faute de griffes, je mange des merles. Faut arriver à convenir de ce que j'ai maintenant, déjà, ça me suffit, et j'aime ce que j'ai maintenant, et c'est en aimant ce que j'ai maintenant que je vais aimer ce qui va m'arriver par la suite. Et pas à regretter à chaque fois qu'on m'annonce un mariage, une femme enceinte, une copine qui s'est mise en couple, même si on est content pour eux, vous m'enlèverez pas de la tête qu'on a un peu une nostalgie et que ça nous titille dans la tête en disant, elle a trop de la chance, merde. Voilà. Donc, on va en parler de l'appel découverte, pas de souci, Evelyne, je reviendrai vers toi demain, hein, parce que là, je vais vous laisser digérer ce qui vient d'être dit. Hein. Émilie, nombreuses relations toxiques, sauveuse, victime totalement. Dimitri, dernière relation très toxique, elle a réussi à me manipuler et à me mettre une dépendance affective. J'ai tout perdu dans cette relation et pourtant je suis encore amoureux d'elle. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Cela fait 3 mois qu'elle m'a quitté. Je ne sais plus quoi faire. On en parlera, Dimitri, si tu veux, en privé. Quand il y a la manipulation, parce qu'il y a des gens aussi qui sont... Tu vois, dans le besoin d'amour, c'est ce que j'ai dit, c'est le rôle de victime-sauveur. Le mieux, vaut mieux être sauveur que victime. Parce qu'en fait, si t'es victime, c'est malgré toi, t'as encore plus de mal à t'en remettre. Parce que la victime voit vraiment sa brillance, sa valeur dans le regard du sauveur qui est là pour le tirer vers les hauts. Et si le sauveur manipule en disant c'est grâce à moi que tu as ça, que tu as ci, que tu as là, qu'on a un petit peu un bourreau sauveur, le mec derrière ou la femme met 30 ans à s'en remettre, a l'impression d'être amoureux, mais en fait je pense que c'est pas de l'amour que tu as, Dimitri. Après je te connais pas, mais ça peut être également la valeur que tu mettais à la cristallisation de la relation, c'est-à-dire qu'elle te donnait l'impression d'avoir de la valeur dans ses yeux, et du coup tu étais amoureux de l'impression que ça te donnait, pas forcément de la relation. Et la cristallisation de la relation, c'est un truc qu'on a tendance à tous faire, c'est-à-dire que tu as une relation où tu vas te disputer tous les jours, t'en as plein excusez-moi l'expression, t'en as plein le cul de la relation, mais quand tu romps ou quand tu te fais larguer, tu vas plus penser aux disputes, tu vas penser qu'au côté bénéfique que la relation t'a apporté. Ça s'appelle la cristallisation de la relation, c'est-à-dire que tu penses qu'au bénéfice, plus au négatif. Bizarrement, là, il est où ton biais de négativité? Il est parti. Et t'as le cerveau qui te conforte en te disant ouais, c'était la relation de ta vie, etc. Parce qu'il voit que ce côté réconfortant, ce côté positif de la relation que t'avais là, qui te fait sécréter ces hormones de réconfort. Et au final, c'est totalement biaisé parce que la relation a été néfaste. Alors je t'invite déjà à poser un tableau de qu'est-ce qu'elle t'a apporté de positif, la relation, et qu'est-ce qu'elle t'a apporté de négatif. Pose-toi un tableau, fais 2 colonnes, négatif, positif. Et si toi-même tu reconnais qu'elle était déjà toxique, tu verras qu'elle t'a apporté beaucoup de négatif. On en reparlera en privé. Qui bisu, c'est Julie. Julie, je l'ai pas vu. Si tu veux bien le mettre en commentaire, ça serait cool. Ton petit dessin. Julie fait des dessins. Jean-Daniel, quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Ouais, mais sans s'en contenter. Il faut aimer ce qu'on a en étant totalement objectif et dans l'instant présent. Alors je sais plus qui c'est comme philosophe qui avait fait cette citation où il disait le problème de l'homme c'est qu'il cherche toujours ce qu'il a pas et se contente jamais de ce qu'il a.
Et du coup, c'est vrai, quand tu y réfléchis, c'est vrai, on est toujours dans le je voudrais ça, je présume d'un truc que j'ai pas encore, etc. Et on se contente pas de ce qu'on a. On se contente pas de la relation présente. Tiens, je suis en train de discuter avec lui, avec elle, et c'est juste agréable. C'est oh là là, je discute avec elle, bon, il s'est encore rien passé, mais peut-être que c'est la bonne personne, et peut-être que c'est avec lui, je vais faire ma vie. Ouf! Contente-toi de l'instant présent. Et déjà, tu seras plus heureux. Alors, qui c'est qui a commenté encore? Attends, je descends. Jean-Daniel, ça ressemble à une dépendance affective quand on est victime d'un pervers narcissique. Oui. Alors oui, attention. Tu lui as pardonné, donc tu vois plus ses défauts. Tu lui as pardonné parce que tu es encore amoureux. On va en reparler, Dimitri. Attention avec le terme pervers narcissique, s'il vous plaît. Les pervers narcissiques, c'est une pathologie psychiatrique où il y en a que 2,4% de la population. Donc il y a des gens qui sont juste des connards dans la relation, hein, ou qui cherchent des faire-valoir, mais qui n'ont pas la pathologie du pervers narcissique. Le pervers narcissique, d'ailleurs, bon, alors, il n'y en a que 2,4% parce qu'on a du mal à les identifier. Ce sont des gens qui ne savent pas qu'ils sont malades, hein, et qui donc ne vont pas avoir des psychiatres, donc forcément, il y en a peut-être plus, mais c'est rare de tomber que, il y a des gens qui disent toutes mes relations, c'est PN. Non. Ça, c'est pour se réconforter et pour se dédouaner d'avoir une relation de merde avec quelqu'un. Mais non, on peut tomber aussi que sur des profiteurs ou je suis désolée du terme, hein, des connards, ou des connasses, il n'y a pas que des hommes, qui vous traitent mal, parce que vous avez cette faiblesse à ce moment donné où vous laissez la place à quelqu'un de vous traiter mal. Et vous rentrez dans le triangle de Karpman où il y a le bourreau et vous êtes la victime. C'est pas forcément que cette personne a une pathologie de pervers narcissique, c'est qu'elle s'est mise en bourreau. Mais cette personne qui est un bourreau peut aussi être la victime d'un bourreau plus fort. Vous voyez? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Des Tartuffes, pourquoi pas? J'aime bien Julie, l'image de Tartuffe. Salut Serge, comment tu vas? En tout cas, j'espère que on a bien éclairé tout ça. Oui, j'ai bien compris, Julie, la- ah là là, comment tu dis quand tu... J'ai bien compris l'allusion à Molière. Ne t'inquiète pas, je l'ai lu, Tartuffe. Euh, ou des pervers savent être narcissiques, des pervers sans être narcissiques aussi. Mais alors la perversion, oui, mais alors le pervers, mais pas au sens psychiatrique du terme, car tout la perversion dans le sens être pervers, c'est une pathologie aussi, hein, tu sais. En fait, il y a des gens qui sont juste égoïstes et qui recherchent leur bonheur, mais sans prêter de cas à ce que tu fais aux autres, en fait. C'est pas forcément de la perversion, c'est juste de l'égoïsme par rapport à leurs propres blessures. D'ailleurs, il y a un postulat de base en coaching, c'est que chacun recherche sincèrement son bonheur au meilleur de ses connaissances et de son expérience. C'est-à-dire que si la personne, elle a eu des expériences pourries dans sa vie et qu'elle a peu de choix, peu de connaissances et donc peu de flexibilité, eh bien, elle va avoir peut-être des comportements qui vont faire souffrir les autres, mais sans qu'elle s'en rende compte. Et plus tard, quand on va lui sortir dans la tronche, mais toi, t'es une perverse narcissique, elle va tomber de haut parce qu'elle se rend pas compte qu'elle a un comportement qui est totalement néfaste pour une autre personne. Et ça peut arriver à n'importe qui. Parce que le besoin d'amour, tu peux l'avoir, et ton besoin d'amour peut te donner un comportement néfaste. C'est-à-dire que tu as tellement besoin, toi aussi, d'être aimé, et le pervers narcissique a un besoin d'amour, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de personne, c'est pas le débat. Mais c'est un besoin d'amour qui est biaisé et qui incite cette personne à se faire valoir en abaissant les autres, tu vois. Donc vraiment, le besoin d'amour, il a plusieurs facettes. Et on n'est pas que des victimes dans le besoin d'amour. On peut être aussi le bourreau. Euh, Voilà, pervers narcissique, le terme pour tout. Donc voilà, moi après, je veux pas remettre en question vos vécus et ce que vous avez vécu, hein, mais c'est vrai que dire j'ai eu des relations qu'avec des pervers narcissiques, ça veut dire que tu te mets en face de l'hôpital Édouard Toulouse à Marseille, qui est un hôpital psychiatrique, et tu les attends tous à la sortie. Moi, j'ai eu des relations avec de tout. Alors, moi, j'avais beaucoup de... moi, j'étais plutôt sauveuse, mais c'est vrai que même malgré toi, avec ce besoin d'amour, tu peux être le bourreau. C'est-à-dire que si ton besoin d'amour est tellement élevé et que la personne veut partir et veut rompre la relation et que c'est toi qui commences à sortir des phrases du style mais il y a personne qui t'aimera comme je t'aime, c'est une phrase de pervers narcissique, mais c'est pas pour autant que tu l'es. C'est juste que ton besoin d'amour est tellement puissant à ce moment-là et que ton monde est en train de s'écrouler par le départ de l'être aimé que tu peux sortir des phrases comme ça qui vont rabaisser l'autre malgré toi. Parce que à ce moment-là où tu l'as dit, à l'instant T où tu l'as dit, tu recherches sincèrement ton bonheur à toi au détriment du bonheur de l'autre. Et des fois, on envoie des cataclysmes dans la tronche de l'autre, mais malgré nous, parce qu'on essaye à tout prix de garder l'être aimé pour pas que notre monde s'écroule. Rien qu'à vous en parler, je suis émue, vous voyez, c'est pas, je sais pas, voilà. Bon, bref. Voilà. Moi aussi, je suis dans l'émotion, donc ça veut dire que
On l'a tous vécu, ce besoin. En tout cas, j'espère que ce live, il vous a apporté beaucoup. Tu vois, il y a la larmichette et les petits... c'est voilà, j'espère que ce live vous a apporté beaucoup. Et c'est pas parce qu'on est coach que on n'est pas ému non plus. Moi, j'ai dépassé tout ça parce que ben, j'ai fait du travail sur moi, mais voilà, ça, l'émotion, ça veut dire qu'on l'a vécu. Ça veut dire que ça rappelle à des souvenirs et on a tous fait ce triangle de Cartman. On a tous été bourreaux ou victimes, ou bourreaux persécuteurs ou victimes ou sauveurs à un moment donné de notre vie. Je t'en prie, Nicolas, avec plaisir. Merci, Julie. Je vais le regarder là, j'ai que le lien, je regarderai, je t'en parle demain, Julie. Je rebondirai sur tous les commentaires demain. Là, c'est l'heure de l'apéro et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite un beau jour férié pour ceux qui ne travaillent pas demain et je vous dis à très vite. Explication très complète, je t'en prie, Jean-Daniel, avec grand plaisir. À très vite, bye bye à tout le monde.